quitte à me planter des fois, je me dis tant pis, au moins je l'aurais fait. Moi je fais le truc à 400%, voilà, exactement. Mais je n'aurais aucun regret. En fait, quand j'ai une idée et quand je pense qu'il faut y aller, généralement j'ai des intuitions. C'est-à-dire que tu vois, le truc détox et moi, j'ai voyagé, j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des choses se développer et à un moment donné j'ai eu un flash, je me suis dit c'est maintenant. Bienvenue sur la chaîne Sanasté. Sanasté a pour objectif de favoriser le bien-être global. Accompagnés de nos coachs, nous allons prochainement proposer des ateliers reposant sur 3 piliers. Des cours de sport pour tout niveau, des échanges et ateliers autour de la cuisine healthy, participer à des conférences de personnes inspirantes. Nous sommes convaincus que le bien-être est un cumul de ces 3 piliers indissociables. Le but de cette chaîne est de vous offrir des podcasts réguliers dans lesquels nous accueillons des personnes inspirantes et qui ont décidé de faire. Cette semaine, nous rencontrons Aurélie Chavas, la fondatrice de détoxetmoi.com. Détoxetmoi.com est un site internet green et glamour permettant de trouver tout ce dont on a besoin pour vivre son quotidien de façon saine et naturelle. Bref, un concentré de sénitude. Avec Aurélie, nous discutons de son parcours, de l'importance d'oser faire, d'oser évoquer l'échec et du fait de dire les choses. Les thèmes en lien avec l'organisation personnelle et les sources d'inspiration sont également évoqués. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook ainsi que sur cette chaîne. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, tu es la fondatrice de détoxetmoi.com. Peux-tu nous en dire plus sur ce site ? Alors moi en fait, je m'appelle Aurélie, donc j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, une petite fille de 3 ans et demi, un petit garçon de 6 ans. Donc avant, moi j'ai eu des postes en fait dans des grands groupes, j'ai un parcours assez classique, j'ai changé beaucoup d'entreprises, j'ai fait beaucoup de groupes de cosmétiques dans le retail et dans le merchandising, mais j'ai fait une école de commerce classique et après j'ai travaillé dans des postes de chef de projet merchandising, direction merchandising, produit retail. Et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que je voulais apporter une corde en fait un peu plus à mon arc, un peu plus digital et un peu plus e-commerce. Deuxièmement, je me rendais compte que tout ce qui était green, détox, vegan se développait énormément et je trouvais qu'en France et en Europe on avait une offre un petit peu vieillotte, un peu pas très moderne en fait des produits qu'on voulait nous proposer, que ce soit en cosmétique ou autre d'ailleurs, c'est pas forcément que cosmétique, mais je trouvais que les magasins, parce que moi je faisais du retail, étaient pas forcément à l'image des magasins que je voyais quand j'allais dans les pays nordiques, aux États-Unis, en Asie, etc. Et je me suis dit, comme généralement ces pays-là, ces continents-là ont un peu d'avance sur les tendances, que ce soit bio, vegan, voilà. Plutôt France, ouais. Exactement. Je me suis dit, un jour ça va venir en France et y a un gros acteur qui va faire le truc, etc. Et j'avais vraiment envie de développer ce côté-là. Et donc du coup, je suis partie de mon ancien poste donc l'année dernière en juillet 2017. Ton site a été lancé en septembre 2017. En septembre 2017, ouais. Donc j'avais commencé déjà à travailler le concept, fin d'année 2016, début 2017, parce que j'avais déposé le nom Détox et moi sur l'INPI en janvier. Après j'ai fait les statuts au printemps. Je commençais un peu à regarder les marques au printemps 2017. Et je voulais vraiment, en fait, l'idée de Détox et moi, c'est de proposer des produits, alors pas que vegan, j'insiste bien sur ça parce que quand je fais des interviews, les gens me disent il y a des produits vegan et tout. Oui, il y a des produits vegan, mais pas que. Il y a des produits naturels, bio ou vegan. La clé d'entrée principale et indispensable pour entrer chez Détox et moi, c'est la naturalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de produits avec des dérivés pétrochimiques, des silicones, des allergisants, des conservateurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont perturbateurs endocriniens, etc., etc. Mais par contre, à partir du moment où on est sur de la galénique naturelle, que ce soit, c'est des huiles végétales, des huiles essentielles pour la cosmétique, des produits par exemple dans l'alimentaire qui sont crus, qui sont base de graines germées, à froid, etc., activées, etc. Donc voilà, ça c'est la clé d'entrée du moment que la composition est naturelle, qu'il n'y a pas de colorant, qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas de dérivés pétrochimiques, il n'y a pas de souci. Après, si c'est bio, c'est encore mieux, et si c'est vegan, là on est à l'ultime produit, on va dire green. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà si les produits sont naturels, c'est déjà très bien, et honnêtement, des beaux produits naturels, que ce soit cosmétiques, alimentaires et tout, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, quand vous allez à l'étranger, parfois il y a des marques qui sont, moi des fois je prends des marques en Angleterre, là je source des marques dans les pays nordiques et aux US qui sont naturelles, c'est-à-dire que la compo est hyper clean, mais elles n'ont pas forcément les mêmes logos, les mêmes certifications
certification et c'est pas pour ça que c'est pas bon en fait. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le logo, etc., EcoCert, Cosmebio, qui sont des logos français ou européens, que c'est pas des bons produits. Ce qui compte déjà, c'est la liste d'ingrédients. Et comme moi, je sais décrypter les listes d'ingrédients, moi, je regarde, je screen à chaque fois la liste d'ingrédients. Et à partir du moment où, pour moi, il n'y a pas de composants toxiques, nocifs ou perturbateurs, il n'y a pas de problème. Donc toi, à partir de ce moment-là, tu peux les référencer sur ton site. Exactement. Okay. Donc c'est pour ça que je ne me ferme pas en fait trop de portes, parce que à un moment donné, les logos, ça veut tout rien dire. Parce qu'un logo pour une petite marque, ça coûte cher aussi en certification. Et parfois, elles n'ont pas forcément les moyens de se le payer. Et c'est pas pour ça que c'est pas des bons produits. Voilà. Okay. En fait, ce qu'il faut, c'est juste faire le laborantin entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut décrypter, faut tourner le paquet, regarder les ingrédients, la compo, regarder, tester. Moi, je teste tous les produits, ça j'insiste aussi, je teste tous les produits du site Détoxez-moi, parce que si les clients me demandent, si les gens me demandent, je veux pouvoir en parler, pouvoir dire pourquoi j'ai référencé cette marque. Je connais le fondateur, il m'a expliqué sa démarche, on s'est vu, j'ai testé ses produits, etc. Voilà, et donc c'est de là qu'est né Détoxez-moi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le côté green et glamour, parce que je veux aussi apporter un peu de fraîcheur, un peu de modernité, surtout sur le côté vegan, parce que je trouve que parfois on a tendance à nous montrer des marques véganes un peu gnangnantes, un peu mosses. Et en fait, quand moi j'ai été aux États-Unis là récemment, je suis allée à Los Angeles, et honnêtement, je te jure, Michel, quand tu vas dans les magasins vegan, mais c'est hyper joli, hyper moderne, hyper glamour. Comme si tu allais chez un Colette à Paris, en fait. C'est pas du tout l'image qu'on nous montre en France ou en Europe. Il y a des très jolies marques véganes, c'est pas ça que je dis, mais je dis il y a autre chose que vous ne connaissez pas, qui existe à l'étranger, qui sont très bien et qui peuvent tout à fait vivre dans un univers green et glamour. Voilà. Faut juste les sourcer. Et c'est ça le gros de mon travail, en fait, c'est de sourcer de ces nouvelles marques. D'accord. Et du coup, effectivement, tu es allé aux États-Unis il y a peu. Tu vas régulièrement. Est-ce que tu en fait, j'essaye j'essaye d'aller pas mal aux US, parce que je trouve qu'il y a, surtout sur la côte ouest, donc en Californie et aussi vers Miami, il y a beaucoup de tendances qui se développent là-dessus, qui sont assez modernes. J'aimerais bien aller aussi en Australie, mais bon, c'est quand même assez loin, puis ça coûte plus cher, donc j'aimerais bien y aller une fois, mais ce sera pas tout de suite. Et par contre, l'Asie, j'y suis allée pour mes anciens jobs il y a pas très longtemps, et les pays nordiques, j'y suis allée il y a pas très longtemps. Okay. Donc peut-être que j'y retournerai. L'Angleterre, j'essaierai d'y retourner aussi, c'est plus facile, parce que c'est en Europe et c'est pas très loin. Mais ouais, j'essaye de voyager pas mal, parce qu'en fait, alors, il y a deux choses, il y a le voyage, et puis il y a les réseaux sociaux aussi. Donc en fait, moi, je suis tout le temps sur Instagram, sur Facebook, pour faire de la veille et pour faire du sourcing et pour contacter des marques. Et puis parfois, je discute aussi avec des influenceuses, parce que je les vois tester des produits, donc je leur demande, je leur dis tiens, t'as testé ça et ça, est-ce que c'est bien? Ils me disent ouais, ça c'est pas mal, tu devrais essayer, tu devrais regarder. Donc du coup, je contacte la marque, voilà. Donc en fait, je touche un peu plusieurs points pour essayer à chaque fois de vraiment prendre le meilleur et de sourcer vraiment ce qui me paraît pour moi être la meilleure marque en food, en superfood, ce qu'on appelle en superfood, en produits pour les enfants. C'est pas facile aussi de trouver des jolis produits pour les enfants qui sont... Moi, je suis maman et j'ai des enfants qui ont une peau sensible et qui ont fait beaucoup d'allergies, parce que leur papa a fait de l'eczéma, de l'asthme et tout. Donc j'ai des enfants qui ont quelques allergies, et du coup c'est vrai que moi je voulais leur mettre pareil pour tout ce qui est maquillage pour les enfants. J'ai une marque qui s'appelle Namaki, qui est une marque de make-up pour les enfants, et il fait des petits vernis, des petits mascaras, des petites palettes pour ma fille. Et honnêtement c'est super, parce que c'est des produits qui sont bio, qui sont sans perturbateurs, sans tous les 7 éléments du vernis dans les vernis pour enfants. Enfin, ils sont super. Et moi en tant que maman, je me dis mais j'ai envie d'avoir des produits comme de maquillage, comme je pourrais avoir moi comme femme, mais pour ma petite fille en fait. Et je sais qu'avec ça je suis tranquille, elle peut se jouer avec, maquiller et tout, et il n'y aura pas d'allergie, il n'y aura pas de plaques, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de proposer aujourd'hui des produits pour toute la famille. Pour toute la famille, et en fait c'est un lifestyle. En fait c'est comme quand tu vas aux US, tu vois, quand j'étais aux États-Unis là, à Los Angeles, je suis allée dans des magasins, et notamment un magasin de yoga qui s'appelle Hello Yoga, et qui est super. Donc en fait tu arrives au rez-de-chaussée, tu as la boutique où tu achètes des fringues pour faire ton yoga. Ensuite tu as un café, tu vois, comme ici, où tu peux faire tes jus, ton café, ton matcha latte, ton moringa latte, donc super aliment, t'as des compléments alimentaires, t'as un frigo où t'as tes jus pressés, enfin c'est génial. Et à l'étage, t'as une petite salle avec une terrasse où tu peux faire ton cours de yoga, ta consultation de nutrition, donc tu vois. En fait c'est un lieu inspirant, c'est un lieu de vie. Exactement, et, dans lequel, en fait, des lieux comme ça, il y en a plein. Ouais.
Et c'est exactement ça que j'ai envie de proposer sur Détox et moi. C'est que l'on veuille des produits pour sa maison, pour ses enfants, pour aller à son sport, pour aller au bureau, pour se maquiller, pour voilà. T'as ton gel douche, ton shampoing, t'as tout ce qu'il faut pour vivre de façon green, voilà, exactement, mais avec des beaux produits et qui se marient tout à fait avec notre rythme de vie urbain. C'est-à-dire que même si tu prends le métro, tu fais du sport, tu pars en voyage, t'as une valise, t'as un sac de sport, t'as un sac à main, et ben t'as des contenants aujourd'hui qui sont tout à fait compatibles avec un mode de vie urbain et moderne, et t'as pas besoin de faire des transvasements, des mélanges, des trucs. C'est dans des jolies bouteilles. Aujourd'hui, il y a des packs écologiques, éco-conçus, ce qu'on appelle éco-conçus, avec des matières recyclées, des trucs très bien, et qui sont complexes, et qui sont sans conservateur, et qui sont très bien. Enfin, je veux dire, mais alors c'est pas toujours français, c'est des marques étrangères, mais c'est pas grave. Mais moi, je me dis que le consommateur a le droit d'avoir accès à ce genre de produits parce que il le sait pas et ça existe ailleurs. Du coup, aujourd'hui, à t'écouter, j'ai l'impression que tu as une volonté, tu as une sorte de rôle d'éveilleur, de conscience. Oui, c'est ça, exactement. Je suis dénicheur en fait de pépites un peu green. Moi, je pense que c'est un peu comme ça que je me qualifie, c'est que je déniche un peu à chaque fois les produits, on va dire avant-gardistes qui vont arriver demain. Pour les démocratiser. Et pour le montrer aux consommateurs. C'est déjà utilisé par une grande marque comme Dior, mais une autre consommation est possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de leur dire, ne pensez pas que être green, être vegan et tout, c'est moche, c'est désuet, c'est chiant, c'est pas facile, c'est contraignant. Non, c'est pas ça en fait. C'est parce qu'on vous montre qu'une partie de la lorgnette. Mais si vous allez ailleurs, quand vous allez encore une fois aux États-Unis, moi j'ai déjeuné avec des filles, avec des marques et tout, mais c'est tellement mais commun, mais c'est tellement habituel, mais elles se posent même plus la question. Vous demandez des choses sans gluten, mais oui, des choses véganes, crues, sans gluten et tout, mais il y en a mais partout. Les gens vous posent même pas la question. Ça fait partie de votre ça fait partie de leur façon de vivre en fait. Exactement. En Australie c'est pareil, dans les pays nordiques c'est pareil, parce que en fait ils ont démocratisé ça. Ils disent il y en a pour tout le monde, ce que vous soyez vegan, gluten free, lactose free, ce que vous voulez, ou même en cosmétique vous voulez des produits sans allergènes et tout, il y a tout, ou péta, cruelty free, il y a tout ce que vous voulez. Finalement la base, c'est de dire aux gens, voilà toute la palette de ce qu'on propose. Maintenant, vous avez les infos, vous choisissez, exactement. Moi, je leur offre ce qu'il y a de mieux, et comme ça, ils ont le choix. Ils savent que sur mon site, il y aura des choses qui sont un peu différentes de ce qu'ils trouvent, mais hyper clean, hyper naturel, et avec un choix qui se marie très bien avec leur vie courante. Ok. Et du coup, ton projet aujourd'hui est assez récent. Ça a 6 mois, tout juste. C'est tout neuf. Ouais. Quand tu as annoncé à tes proches ou à ta famille que tu comptais quitter ton ancien poste pour monter ce projet, comment est-ce qu'ils ont agi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dit ça marchera jamais ou ça va être dur? Alors, il y a de la bienveillance. Ouais, il y a eu pas mal de bienveillance. Il y a eu aussi des gens, en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient faire ce que je fais, mais qui ont peur. Tu vois, quand j'étais avant dans mes anciennes entreprises, moi je suis toujours en contact avec mes anciens collègues, même de mes anciennes boîtes. Et je pense que les gens sont assez admiratifs et sont assez encourageants, en fait, envers toi. Tu vois, moi, il y a plein de mes anciens collègues qui m'ont dit, oh là là, mais t'es sûr, t'as pas peur, et si ça marche pas? En fait, les gens se transposent un peu à vous, c'est-à-dire que je pense que les gens ont des rêves et eux aussi peut-être au fond d'eux-mêmes envie de faire ça, mais n'osent pas. Ils n'osent pas. Voilà. Moi je m'en rends pas compte parce que moi quand j'ai envie de faire un truc, on en a parlé avant, je me donne tous les moyens pour le faire. En fait, dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais voulu avoir de remords. D'accord. C'est-à-dire que quitte à me planter des fois, je me dis tant pis, au moins je l'aurais fait. Moi je fais le truc à 400%, exactement. Mais je n'aurais aucun regret. En fait, quand j'ai une idée et quand je pense qu'il faut y aller, généralement j'ai des intuitions. C'est-à-dire que tu vois, le truc Détox et moi, j'ai voyagé, j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des choses se développer et à un moment donné j'ai eu un flash, je me suis dit c'est maintenant. Donc c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est tout de suite maintenant. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ce qui a fait que tu as senti que c'était le bon moment pour lancer. Voilà. Okay. J'ai eu des petits points, des paramètres, des événements, des trucs qui m'ont dit le regroupement de signes font qu'il faut lancer le concept maintenant.
C'était une sorte d'alignement que tu voyais de manière très claire, très définie. De développement de concepts, de développement de chiffres, de développement d'un certain business dans un certain secteur. Et tout le regroupement de tous ces paramètres, que ce soit business, CA ou univers ou brand content, si tu veux, m'ont fait dire, bon ben voilà, là il faut y aller maintenant parce qu'il y a un courant qui est en train de se faire. Et comme je voyageais beaucoup et que j'avais vu que ce courant était déjà beaucoup plus développé ailleurs, je me suis dit, ça va venir ici. Et je vais être une des premières. Voilà, exactement. Donc il y a ça. Oui, effectivement, les gens. Après, mes parents, ils n'ont jamais vraiment compris ce que je faisais, donc c'est très. C'est un peu abstrait pour eux. C'est très abstrait pour eux-mêmes. Mon mari, ce qu'on fait, globalement, les nouvelles générations, je pense que la génération de nos parents, c'est pas du tout les mêmes métiers aujourd'hui, et pour eux, ça leur parle pas trop. En fait, ma mère, moi, elle pensait toujours. Mon père, il s'est dit, bon bah voilà, ma fille, elle travaille dans les cosmétiques, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement ? C'est pas très clair. Finalement, tant qu'elle a de l'argent et qu'elle est heureuse, voilà. c'est bien pour elle. Alors après, oui, ça leur fait peur, surtout les parents. Mon mari, pas trop, parce que on est plutôt la nouvelle génération, et lui, il est beaucoup en contact aussi avec des gens qui ont monté leur start-up, leur boîte et tout. Donc, il m'a dit, de toute façon, tente le truc. Au pire, si ça marche pas, tu feras autre chose. Mais en tout cas, en fait, on trouvera des solutions. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on crée une boîte, et ça je le dis à tous les gens qui veulent créer les entrepreneurs ou les start-upers, quand on fait il faut toujours faire un business plan. Toujours. Les gens qui disent qu'il ne faut pas faire de business plan, moi je ne suis pas d'accord, parce que ça permet de se projeter, de faire des estimations et de se dire, bon bah voilà, est-ce que je suis toujours dans les rails, voilà. Parce qu'à un moment donné, on crée quand même une boîte pour en vivre, pour manger, pour en vivre demain, et pour quand même faire du chiffre. À un moment donné, c'est pas une association caritative, c'est quand même un business. Donc pour moi, c'est important de faire un business plan, parce que ça permet aussi de poser les choses et de se projeter dans l'avenir. Qu'on n'ait pas d'investisseur ou pas d'investisseur. Moi, j'en ai pas, j'ai quand même fait un business plan. Deuxièmement, il faut se dire que l'échec est possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tout projet. Quand on fait un business plan ou qu'on monte sa start-up, il faut se dire, et si ça marche pas ? C'est quoi le plan B ? Voilà. Je sais que c'est dur de se le dire, mais il faut se dire, voilà, si Détox et moi, je me suis dit, si ça marche pas la première année, alors si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Donc moi, quand j'ai fait mon business plan, je me suis fait des backups, plusieurs backups. Toutes tes peurs de sortie étaient clairement établies. Je me suis dit, voilà, si ça marche pas, je ferai ça. Et puis si je peux faire ça, je retarderai ça. Et puis si ça marche pas, je ferai ça comme ça. Voilà. Comme ça, ça rassure en fait. Ça te rassure et tu te dis, c'est pas grave, parce que je l'ai prévu. Si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai l'option B. Et si je n'ai pas l'option B, je ferai l'option C. C'est pas grave. En fait, et ça c'est très américain aussi. L'effet que tous les grandes entreprises qui ont été avant des startups, etc., te diront dans les business aux États-Unis, mais moi bien sûr que j'ai éprouvé des échecs et tout, etc. Mais c'est pas grave, j'ai rebondi à chaque fois. En fait, le fait c'est de rebondir et d'avoir ce que tu dis, des portes de sortie et des petites des alertes cognitives finalement. Voilà. Et donc moi, quand j'ai fait mon business plan, je me suis mis des points d'alerte et des points de vigilance. Voilà, exactement. Et donc après, et je te confirme, aujourd'hui j'ai lancé Détox et moi, il y a des choses qui sont passées comme sur le papier, sur mon business plan, scolairement parlant, et puis il y a des choses qui ne sont pas passées exactement, et puis je les ai adaptées, mais je l'avais prévu, je m'étais dit, j'avais prévu mes petites balises, comme tu dis, de sortie, et donc je me suis dit, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on rebondit, on fait ça, et ça va marcher, c'est pas grave, on rebondit. De toute façon, il faut se dire que dans une vie professionnelle, moi j'ai fait 6 boîtes, j'ai fait 3 métiers. Honnêtement, aujourd'hui, les générations, on peut rebondir. À partir du moment où on a envie, où on n'est pas trop bête, on a envie d'y arriver, etc. Franchement, faut pas se mettre de frein. C'est votre environnement extérieur qui vous met des freins, ou les entreprises qui vous mettent des freins. Mais vous, faut pas se mettre de frein. Moi, Détox et moi, aujourd'hui, peut-être que demain, y a un investisseur qui va me contacter pour faire un truc, peut-être que je serai racheté, j'en sais rien, je le sais pas moi-même, je sais pas ce qui va se passer. Et peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'un jour, je serai revendue, je serai rachetée, et que du coup, je ferai un autre projet. Je ne sais pas. Je sais pas mais du coup,
c'est pas grave en fait. Il faut vivre le truc un peu à 6 mois ou 1 an de projection. Faut pas trop se projeter. Un peu comme le début d'une relation amoureuse finalement. Exactement, c'est ça. Pas forcément si tu vas faire ta vie avec la personne ou si vous allez avoir des enfants ou si ça va être juste un coup de cœur passager. C'est exactement ça. Et du coup, c'est pas grave. Il faut pas avoir peur. Il faut pas voir l'échec comme quelque chose de bloquant. C'est normal. On n'est pas parfait. Il faut pas tout réussir du premier coup, sinon tout le monde réussirait tout à 100% et c'est pas le cas. C'est pas grave, on rebondit et puis voilà. Est-ce que c'est pas dur d'envisager la création, la naissance d'un projet en évoquant ou en écrivant directement sur le papier un potentiel échec? Est-ce qu'on se dit pas que c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau? Non, c'est être réaliste. C'est être réaliste et se dire que toutes les options sont possibles et qu'à un moment donné, il ne faut pas faire l'autruche. Parce que l'avantage de faire ça, moi je l'ai toujours fait même dans mes jobs avant, parce que l'avantage c'est que quand un jour tu as une difficulté, tu es préparé psychologiquement. Tu es préparé. C'est comme pour un sportif. Je suis sûre, moi je suis pas sportif de haut niveau, j'ai fait du sport, etc. Mais je suis sûre que les sportifs se disent dans leur tête, même quand ils font les JO et tout, ils disent si je perds, qu'est-ce qui se passe? Et au moins l'avantage c'est quand tu en parles et quand tu évoques le sujet, au moins tu l'as un peu déstigmatisé. Ouais. Tu vois, c'est plus une zone d'ombre ou une sorte de grosse terreur qui est dans un coin de ta tête. Plutôt que de en parler, de se dire non mais c'est bon, c'est sûr, ça va marcher, je préfère pas en parler, plutôt que de le laisser un peu en suspens, un truc un peu comme tu dis, un nuage, un peu noir, etc. Moi je préfère tout de suite crever l'abcès et se dire si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de pas l'évoquer et le jour où ça arrive, c'est la panique totale. Parce que moi, je suis toute seule, en fait. Je suis toute seule, j'ai pas d'associé, donc il n'y a pas de problème, je l'ai choisi, ça me gêne pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis obligée d'évoquer toutes les options, tous les scénarios, exactement. Parce que le jour où il y a des trucs, c'est pas le collègue d'à côté qui va m'aider, c'est Bibi. Donc du coup, moi, il faut que j'envisage tous les cas de figure. Ok, et ce type de discours, tu vois, aujourd'hui, tu disais que tu étais une entreprise qui est hyper jeune. Quand tu vas faire ton sourcing, quand tu vas aux États-Unis, en Australie, à Londres, pour aller référencer, aller démarcher, aller t'intéresser à d'autres marques, comment on fait aujourd'hui quand on est une entreprise jeune pour séduire ce type de marque et faire en sorte de les référencer tout simplement sur ton média, sur ton site? Écoute, après moi en fait quand j'ai monté mon business plan, après j'ai envoyé une partie alors pas mon business plan parce que c'est confidentiel, mais j'ai fait une présentation en fait un peu comme tu peux faire un pitch pour des investisseurs. Donc je leur ai parlé du projet, je leur ai montré un peu ce que j'allais faire, etc. Et après c'est un peu un coup de cœur entre une marque et moi, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des marques que j'ai sur le site sont des marques assez jeunes. Tu vois, je peux en citer quelques-unes, mais en cosmétique, j'ai les huilettes. Claire, elle est très jeune. Au Moi, c'est une marque d'une amie à moi qui a quelques années aussi. Akarskin aussi. En food, Isvari, Purasana, toutes ces marques-là. Apiculture, Camilla, c'est une marque qui est assez jeune aussi. Donc, c'est des gens qui ont été confrontés, si tu veux, aux mêmes problèmes que moi. Donc, du coup, comprennent un peu ce que je vis. Et donc, c'est vrai que quand je leur fais le discours, ils savent très bien. Voilà. Après, j'ai pas de grosses marques parce qu'en plus je voulais me différencier de mes concurrents, donc je voulais pas avoir des gros mastodontes parce que c'est pas que je les aime pas, je les aime bien, mais du coup je vois pas l'intérêt de référencer les mêmes marques Naturalia, Green Louise ou Mademoiselle Bio parce que sinon ça n'a plus d'intérêt, donc voilà. Donc effectivement moi je leur ai présenté mon concept, un peu comment j'allais faire, etc. Après moi je force pas, moi je force personne, c'est-à-dire que soit elles le sentent et elles ont envie qu'on s'accompagne ensemble et que moi aussi je indirectement je les promeux à travers mon site, je leur fais de la visibilité, etc. Soit elles n'ont pas envie, et si elles n'ont pas envie, moi je force personne. Moi j'ai envie qu'elles se sentent bien. C'est comme, en fait c'est ce que je disais toujours, c'est comme une maison. Moi en fait je suis comme une maison et j'ai envie qu'elles se sentent bien dans leur maison. Okay. Voilà. Donc si elles se sentent pas bien, si elles sentent que ça va pas coller, d'ouvrir la porte et voilà, exactement. Je les force pas. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des marques que je vais peut-être pas garder et tout, parce que au début, je sentais le truc, puis finalement, je le sens moins, etc.
c'est pas grave, on a testé, on s'est rendu compte ensemble que finalement ça fitterait peut-être pas, pas parce que mon site est pas bien ou leur convient pas, parce que la cible est peut-être pas adaptée à leurs produits et qu'au D'accord. début, moi, quand j'ai lancé le truc, j'ai essayé de me faire une projection sur une pseudo-cible, puis aujourd'hui, ma cible, elle évolue d'une certaine façon, puis je me rends compte qu'il y a certains produits, non, finalement, ça c'est pas ça, etc. C'est pas grave, on a tenté, on a essayé le truc, voilà. C'est ce qu'on appelait, même moi, quand j'étais avant chez L'Oréal, du test and learn, en fait, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Et après, voilà, c'est parler du projet. Moi, je parle de ce que j'ai envie de faire. J'essaye de les convaincre, mais pas de les forcer. D'accord. Voilà, moi, c'est ma Qu'elles y voient leur intérêt également. Voilà, je leur dis toujours que moi, je suis très bienveillante et que je me mets à leur place. Ça aussi, c'est très important, parce que moi aussi, j'ai été marque. En fait, moi, j'ai travaillé dans des entreprises de distributeurs et chez les marques. J'ai vu les deux côtés de la facette. Donc, j'ai été moi-même distributeur. Je travaillais dans des boîtes qui distribuaient des marques de cosmétiques et j'ai aussi été marque de cosmétiques. Donc, du coup, je me mets à leur place. Donc, voilà, moi, je fais tout ce que je peux pour essayer de les mettre en valeur, de parler Les bien. mettre dans un cocon. Voilà. Et après, voilà, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on aura essayé. Mais en tout cas, moi, je suis très bienveillante. Et comme je les ai testés et que je les aime bien, du coup, forcément, je ne dirai jamais de mal des marques que j'ai sur mon site. Jamais, parce que c'est des marques que j'ai testées et que j'aime. Après, voilà, des fois, il y a des clients qui accrochent plus ou moins certaines. Voilà. Ok. Mais globalement, il y a une approche très win-win entre nous. Ouais, c'est un vrai partenariat. Ouais, exactement. Et je suis très transparente avec elles. Je leur dis ce que je fais, je leur dis où je veux les emmener, je leur dis comment je vois la boîte. J'ai pas de problème à leur expliquer ce que je veux faire. Comme ça, elles savent. Et comme ça, si à un moment donné, elles se disent ouais, mais non, je suis pas en phase avec ça. Au moins, elles le savent. Voilà, je ne fais pas de coups. Voilà. Moi, vous êtes transparent depuis le début. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que tu avances énormément au feeling. Oui, parce que de toute façon, après, il y a des études, enfin, tu sais, c'est un peu le marché, tu vois, par exemple, moi, je regarde un peu ce qui se fait chez mes concurrents, et donc, du coup, je regarde des marques, etc., je me dis, ça, c'est pas mal, oui, mais ça, c'est déjà là, ou c'est déjà là, donc je vais plutôt prendre ça, puis après, je teste, je regarde, j'interroge aussi, des fois, des influenceuses, j'interroge des gens, j'interroge mon entourage pas trop, parce qu'ils sont pas trop dedans, surtout mon mari qui est dans l'aéronautique, donc il se veut plutôt, voilà. Et puis après, c'est un pari, voilà, c'est un pari. Mais comment est-ce qu'on arrive quand on est entrepreneuse, on a sa vision, on a la vision de sa boîte, de son projet en tête. Comment est-ce qu'on fait pour, pendant peut-être, 3, 6 mois, 1 an, à décider de certains choix et à s'y tenir malgré, j'ai envie de te dire, vents et marées? Parce que il faut. Alors ça, en fait, moi, c'est un truc que je ne démords pas. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, moi, il y a des marques qui m'ont contacté et qui n'étaient pas très green. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais elle est super cette marque. Je dis, ouais, mais je suis désolée, moi, ça rentre pas dans le cahier des charges, en fait. Même s'il y a une vraie tendance, il y a un besoin, si le marché... Je trouverais une marque qui propose la même chose, mais qui est clean. Ouais. Okay. Quitte à pas l'avoir, quitte à rien avoir pendant quelques temps, c'est pas grave, tant pis. En gros, tu restes vraiment focusé sur ton positionnement et tes valeurs. Ça, c'est très important, surtout en tant que fondatrice. Si toi-même, en tant que fondateur et fondatrice, tu tiens pas ta ligne de route, ton concept va être galvaudé. C'est comme un média finalement qui met de côté sa ligne éditoriale au temps de certains numéros. À un moment donné, il faut rester focus, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt. C'est ce que j'appelle ne pas manger à tous les râteliers. Sinon, à ce moment-là, comment les gens vont avoir confiance en toi ? Si tu dis oui, si tu retournes ta veste, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas grave, il faut attendre d'avoir le bon truc au bon moment, comme dans un couple, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas grave. À un moment donné, il faut pas référencer tout et n'importe quoi. Il faut rester focus par rapport à ce que tu t'es dit au début. D'accord. Je dis pas de me fermer et d'être complètement sectaire. Je dis juste à un moment donné, moi je référence des produits qui sont naturels, bio ou vegan. Si je me mets à référencer des produits que tu trouves chez Carrefour, sans Carrefour ou Leclerc ou machin, à un moment donné, ils vont me dire non mais attendez, du coup vous êtes plus du tout des mixeurs, voilà. Ton client ou ta cliente. Oui. Donc c'est là où il faut pas avoir peur. Et les gens aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui sont, j'ai de plus en plus de clients et j'ai de plus en plus de gens qui me font confiance à Détox et moi parce que j'ai cette ligne de conduite et parce que je suis
clean avec moi-même aussi. Tu vois. Ok. C'est une conduite. C'est une conduite, mais il faut s'y tenir. C'est hyper important. Et si moi-même fondatrice, je suis pas capable de faire pour moi-même et mon site, autant que j'arrête tout de suite. Ouais. Et du coup, ta conduite, finalement, c'est une sorte d'habitude que tu as intégrée à... De toute façon, moi, c'est mon mode de vie, donc c'est facile, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis toujours, détoxez-moi, c'est moi, et moi, c'est détoxez-moi. Parce que de toute façon, les produits que j'ai sur le site, c'est des produits que j'utilise dans ma vie courante, donc c'est pas compliqué. Donc je source aussi pour moi indirectement, en fait. C'est mon mini supermarché, ma mini boutique en ligne pour moi. Donc c'est facile. Moi, c'est des produits que j'utilise. Quand j'ai besoin de produits, je vais pas les chercher ailleurs. J'ai tout ce qu'il faut sur mon site. Donc si tu veux, j'ai pas de problème en fait avec ça parce que ça fait partie de mon univers. Mais du coup, est-ce que ce projet, tu l'as d'abord conçu pour toi? Un peu, ensuite ouais. Pour les autres? Ouais, je l'ai un peu conçu parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes comme moi aujourd'hui qui ont envie de cette consommation-là. Et je me suis dit, tiens, indirectement, je le fais pour moi et pour les gens qui ont un peu envie de cette tendance-là. Et quand je disais que j'allais créer ça, il y a plein de gens qui disaient, ah ouais, ce serait trop bien parce que nous aussi, on a du mal à trouver ça et ça, ce serait bien que tu aies tout sur le même site et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vouloir avoir tout sur le même site, des marques un peu sympas pour ta vie quotidienne, pour tes enfants, pour ton intérieur, pour ton sport, etc. Et quand tu as commencé, finalement, quand tu as vécu tes premiers jours, tes premiers mois d'entrepreneuse, est-ce que ton nouveau job t'a tout de suite plu? Ou est-ce qu'à certains moments, tu t'es dit, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi je suis pas resté en poste en tant que salarié? Ça m'a plu tout de suite. Après, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de crainte parce que je me suis dit, j'espère que ça va marcher quand même parce que j'y ai mis un peu tout mon énergie, tout mon argent, tout voilà. Donc forcément que tu as des doutes. Tu as des doutes parce que en plus moi je suis toute seule donc j'ai personne pour partager mes doutes au quotidien donc je me les partage avec moi-même. Mais bon, après ça fait partie de la vie quoi. Ça fait partie de la vie, il y a des moments plus durs que d'autres. Quand j'ai eu des fois des trucs sur lesquels je pensais que ça allait marcher puis en fait ça n'a pas marché comme je voulais et là je me dis merde et tout, ça n'a pas marché. Bon voilà, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, on rebondit, on fait d'autres choses. J'ai eu des moments où je me suis dit est-ce que ça va avancer comme je veux? Et puis faut tenir parce que c'est des business qui ont besoin d'être soutenus à 100% tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que tu vois que c'est bien à ce moment-là d'avoir évoqué l'échec, parce que quand tu as des trucs comme ça, t'es moins fragile. Finalement ça glisse sur toi en fait. Parce que tu sais, parce que tu te l'es dit avant. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce type de peur ou ce type de... je sais pas, t'es en plein lancement d'un site internet, t'as un bug, ou je sais pas moi, tes réseaux sociaux, t'as envie de planifier une grosse campagne de com, ça plante. Ou tu vois, tu me dis moi je suis un peu en retard. Par exemple, si t'es en retard sur une prévision de chiffre d'affaires, après comment tu fais pour gérer? Tu fais des actions. Alors tout ce qui est bug et tout, après comme tout site internet, il y en a. Après moi je travaille avec un bon développeur, donc quand il y a des choses, c'est toujours très éphémère. Et puis j'ai quand même eu la chance de travailler sur des serveurs qui sont quand même assez stables par rapport à d'autres. En fait, là je vais pas parler technique, mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le bon truc et le bon serveur pour pas risquer d'avoir trop de bugs. Donc ça c'est le premier truc. Après tout ce qui est campagne, etc. Malheureusement c'est toujours un peu un pari parce que moi j'essaye un peu de faire le tri de tout ce qu'on me propose. Après à un moment donné faut bien choisir. De toute façon à un moment donné il faut se lancer, faut y aller. Et puis en fait c'est l'expérience. C'est-à-dire que tu fais 2-3. Moi j'ai testé plusieurs trucs différents. Comme ça, maintenant, aujourd'hui, j'ai une vision claire. Ça, je sais que ça marche. Ça, je sais que ça marche pas. Donc maintenant, ça va mieux, tu vois. J'ai un peu essuyé des plates sur des trucs. D'accord. T'es obligé quand tu te lances parce que, à moins d'avoir une boule de Madame Irma, c'est compliqué. Donc moi, j'avais fait des estimations, des trucs. J'avais demandé des conseils, plein de choses, etc. À un moment donné, les gens te disent, de toute façon, vas-y, parce que voilà. Oui, personne n'a la science infuse et de toute façon, c'est en testant que. Et donc, c'est toujours pareil, test and learn. Il y a des choses maintenant, je sais que je referai, et il y a des choses que je referai pas. Mais ça, tu peux pas. C'est très dur de le savoir avant. Franchement, avant de le tester, tu peux pas savoir. Du coup, tu dirais que pour faire les bons choix, c'est important d'être bien entouré, ou est-ce que c'est plus important de se faire confiance? Il y a les deux. Il faut se faire confiance et il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Il suffit pas, en fait, des fois les gens me disent « Ah, t'es toute seule. » Oui,
mais j'ai su bien m'entourer de gens qui m'ont donné des conseils. En fait, c'est ça qui est important, c'est de trouver des gens qui arrivent à te conseiller, à t'aider sur certaines choses. Et après, une fois que tu es bien entouré, tu prends la décision. Mais à un moment, faut pas avoir peur de tester. Et un jour ça va marcher et un jour ça va pas marcher, c'est pas grave, t'as testé, au moins ça tu sais, voilà, ça je sais que ça va pas marcher, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui marchent, je vais me focusser sur ce qui marche. Voilà. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Ouais. Même les gros, des fois ils se plantent. Ça arrive, ils ont pas non plus la science infuse. En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu fais toi pour maintenir tes prix et par rapport à la concurrence? Tu vois, j'imagine que tu parles du distinguo entre les gros et les petits. Ouais. Un gros forcément aura moins de contraintes à subir un échec et à se relever d'un échec par rapport à un petit entrepreneur. Parce que des fois on n'a pas envie de se dire non mais là j'ai envie d'un retour sur investissement rapide, je vais peut-être essayer de lancer une opération commerciale rapidement, où je vais essayer de faire des offres promo assez fortes pour m'assurer au moins un certain seuil de revenu. Alors effectivement, donc moi déjà je fais les mêmes prix quand les marques que j'ai ont un site propre, je m'aligne sur leur prix. C'est-à-dire que si elles ont un site, tu trouveras le même prix chez moi que chez elles. D'accord. Après, c'est important ça pour ouais, c'est très important. Après, je sais que j'ai mes concurrents qui font des trucs, mais bon, c'est des volumes énormes, c'est des plateformes, c'est des marketplaces. Moi, si tu veux, il y a un moment donné, je peux pas lutter en fait, donc c'est pas possible. Donc moi, je m'aligne sur les prix des marques parce que dès le début, ça a été le contrat entre nous. Voilà. Après, tu as des moments comme dans le retail où tu es obligé de faire des promos. Les soldes, Black Friday, des fois le printemps, la fête des mères, la fête des pères, il y a la journée de la terre, la journée machin, journée etc. de la femme. T'es obligé parce que là, à un moment donné, si tu fais jamais rien, malheureusement, on est quand même dans le e-commerce, c'est compliqué quand même. Donc, à moins de s'appeler des grandes marques de luxe qui font jamais de soldes, moi je suis quand même pas à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc, tous mes concurrents font ce genre de choses, et même des concurrents haut de gamme, milieu de gamme, ce qu'on appelle mastige. Je suis obligée de le faire. Mais voilà, je m'en tiens à ces moments-là. C'est-à-dire qu'après, le reste de l'année, il n'y a pas de promo, sauf quand il y a des marques où j'ai un peu de mal à vendre et que peut-être je sais pas si je vais les garder, etc. Là, effectivement, je fais des promos. Tes stocks, pour écouler tes stocks. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, les marques, je les promotise pas. Surtout que c'est des marques étrangères que je suis parfois la seule à avoir. Ouais. Donc j'ai pas de raison de les promotiser, quoi. Sauf période de solde ou Black Friday ou machin, etc. Okay. Et c'est important de s'y tenir parce que sinon, tu vois, moi j'étais dans une entreprise avant qui faisait trop de promos. Et le problème, c'est qu'après. T'habitues le consommateur. Voilà. Et après, t'arrives plus à vendre hors promo et c'est un cercle infernal. Et du coup, c'est ta marge qui en pâtit directement. Et puis là, c'est un enfer. C'est un enfer. Comment est-ce que tu travailles ta capacité à avoir des idées, à créer du contenu pour tes réseaux sociaux En fait, ça vient un peu comme ça, parce que du coup, moi, comme j'ai un mode de vie très green et assez détox depuis plusieurs années, du coup, c'est vrai que je me dis, cette période-là, c'est bien pour ci, c'est bien pour ça. Et comme je travaille aussi sur les réseaux sociaux avec une influenceuse qui est végane, du coup, qui me fait mon Instagram, Détox et moi, du coup, c'est vrai qu'on partage beaucoup ensemble. Et c'est vrai qu'elle me dit, ce serait sympa de faire ci, de faire ça. Du coup, on se donne des idées toutes les deux, mutuellement. Et avec d'autres copines, des fois, qui sont aussi véganes et donc ça me vient comme ça. Puis je regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, je regarde un peu ce qui se fait sur d'autres médias, sur la presse, et je me dis ça ce serait sympa de faire ci, ce serait sympa de faire ça, voilà. D'accord. Comment tu organises ton temps aujourd'hui ? Dans la journée ? Entre ta vie, famille, mère de famille, créatrice, porteuse de projet. Un peu de sport, je sais pas. Si, je fais beaucoup de sport moi. Donc en fait, globalement, moi je commence très tôt. Dès que je me lève en fait, pas dès que je me lève, mais globalement,
comme du coup je poste chez moi vu que j'ai mon ordi, tout ça, et qu'en fait c'est ce que je dis aux gens, il suffit d'avoir un ordi, du wifi et un portable, et tu peux bosser de n'importe où. En plus moi, comme quand j'étais avant dans les autres entreprises, je voyageais beaucoup, et donc j'ai toujours été habituée à bosser dans les hôtels, dans des trucs d'aéroport, dans un parc, enfin n'importe où. Le mode de vie nomade aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui te rebute? Moi franchement j'ai toujours eu un portable, un wifi, un téléphone et tout, donc je bossais de n'importe où. Okay. Aucun problème, avec les décalages horaires, aucun souci. Voilà, donc moi je commence assez tôt, c'est-à-dire que dès que je me lève, tu vois, un peu de temps après, je me connecte, je regarde mes mails, je regarde mon site, etc. Généralement le matin, je réponds beaucoup à mes mails. Tu vois, je fais beaucoup de mails, je regarde un peu le site, je vois s'il n'y a pas de soucis, etc. Après, ça m'arrive d'avoir des rendez-vous, des rencontres, tu vois, je rencontre des gens, etc. dans la journée. Et souvent, j'essaye des fois de me faire du sport, alors soit entre midi et 2, soit le soir. Je me fais toujours une séance de sport, alors pas tous les jours parce que j'ai pas toujours le temps. En moyenne, c'est quoi? C'est 3-4 fois par semaine, okay. Ouais, j'essaye de faire du sport. Ça m'en reste. Donc soit je fais à la salle, soit je fais du yoga Bikram, voilà. Et après, les enfants, donc moi j'ai toujours eu, même quand j'étais avant salariée, j'ai toujours eu une nounou en fait, à temps plein qui vient à la maison. Ça, c'est la clé des entrepreneurs. Il ne faut pas, en fait, quand on est entrepreneur, garder ses enfants en même temps. C'est pas possible. On peut pas travailler et s'occuper de ses enfants. C'est impossible. Donc moi, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je bosse, je bosse. Donc tu sectorises vraiment. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Et donc du coup, moi, quand avant que ma nounou arrive, je suis avec eux. Et dès qu'elle arrive, je me mets sur mon poste, je bosse, j'envoie mes mails, je fais mes trucs, etc. Okay. Et vraiment, moi, quand elle est là, t'es dédié à ton entreprise. Voilà, je m'occupe pas, enfin je veux dire, t'es en vase clos elle fait ses et trucs. Tu bosses sur ton projet. Après, je les vois de 2 secondes. Si elle me demande un truc, je vais pas lui répondre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis sur mon truc et elle sait très bien que faut pas me déranger et que je suis en train de faire un truc. Et ce type d'habitude, on va dire de ligne de conduite, c'est une force aujourd'hui selon toi, d'avoir réussi à intégrer, à établir ce type d'équilibre. Ah bah oui, parce que sinon on se perd. Sinon on est sur tous les fronts, on n'est pas efficace, on se perd, on perd sa journée, on perd son temps, on se dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et à la fin de la journée on n'a rien fait. Donc pour toi la clé de la productivité, c'est vraiment cette organisation-là, et c'est le fait de s'être fixé des habitudes et de s'y tenir. Ouais. Ah bah oui, parce que sinon c'est impossible. Il faut être très structuré. Très structuré. C'est la clé. Hein. Ouais. Je suis désolée de dire ça, mais... c'est dur parce que je pense qu'on a tous un côté en nous fainéant. Enfin, on aime tous paresser, on aime tous se dire non allez aujourd'hui j'ai pas envie, je vais aller au sport et puis je vais me faire à manger et puis je vais tester un plat, un gâteau, je vais aller voir des potes. Bah ouais, mais... Et surtout bosser de chez soi. Enfin, je suis pas certain aujourd'hui que beaucoup de gens aient cette capacité ou cette force. Moi, ça me gêne pas en fait, parce que j'arrive... T'as une pièce dédiée Ouais, j'ai une pièce dédiée, j'ai un endroit dédié. Et puis surtout, alors moi, en plus... alors je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais moi, j'ai un cerveau monotâche. D'accord. Ce qui est a priori très masculin normalement, je sais pas, mais tout le monde me dit mais moi quand je suis sur un... En fait moi je peux pas faire 2 trucs en même temps, je suis pas efficace, je le sais depuis que je suis toute jeune et que j'ai fait mes études. C'est-à-dire que moi quand je suis concentrée, et c'est pour ça peut-être que j'y arrive mieux du coup, mais moi tu vois quand je suis sur mon PC et que je suis sur mes trucs, tu peux me parler, en fait tu feras pas attention. J'écoute pas en fait, des fois mon mec il me demande un truc et tout, il me dit et en fait je suis focus sur mon truc, c'est-à-dire que j'ai comme si j'avais des boules caisses dans les oreilles quoi. Donc du coup, comme j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois, indirectement ça me structure, parce que quand je suis sur mon PC, je suis sur mon PC, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, quand je suis en rendez-vous comme là ce matin, tu vois, j'ai eu des trucs et tout, je regarde pas parce que en fait j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, peut-être le fait de t'éparpiller, ça va te faire perdre du temps, donc tu vas... Ouais, mais j'y arrive pas. En plus, je le fais ton mal. rythme va en pâtir. C'est horrible. Je vais faire une boulette, je vais envoyer un mail, ça va pas. Je vais faire un truc, je vais faire un post pas bon. Donc voilà. Donc moi, quand je suis sur un truc, je suis sur un truc, et je n'arrive pas à me disperser sur plusieurs choses. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Moi, j'y arrive pas. Donc peut-être que c'est pour ça que du coup, j'arrive mieux à me structurer. C'est possible. Hein. Voilà. Pour justement arriver à ce type de structure, d'habitude, même aujourd'hui, le fait d'avoir quitté une situation entre guillemets confortable,
De qui est-ce que tu t'es inspiré de qui est-ce que tu t'inspires aujourd'hui pour fonctionner, pour réussir, pour avancer tous les jours? J'ai regardé beaucoup de femmes entrepreneuses et d'hommes d'ailleurs entrepreneurs. Tu vois, par exemple, moi je regarde beaucoup Birchbox, Mathilde Lacombe, Prescription Lab. Je regarde aussi beaucoup aux États-Unis, justement la marque, le concept dont je me suis inspirée, The Detox Market, qui a été pour moi une grande source d'inspiration, qui font des magasins et un site e-commerce avec Valérie, qui a créé sa marque et qui a créé son concept de magasin. Je m'inspire aussi beaucoup d'entrepreneurs US. Je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger, et c'est comme ça que je me suis dit tiens, moi aussi j'ai envie de créer une nouvelle tendance, un nouveau mode de consommation, un peu comme ils ont fait là-bas. Donc voilà, mais après moi j'ai toujours été, même quand j'étais en entreprise, j'ai toujours été très rigoureuse en fait, j'ai toujours été très structurée, c'est mon mode de fonctionnement. D'accord. Donc même salarié, j'étais comme ça. Depuis le début. Ouais, toujours. Ok. Et selon toi aujourd'hui, quelle est ta mission? Enfin, tu te dis, est-ce que tu penses qu'on est tous que chacun est sur Terre pour mettre en place quelque chose, pour établir, pour bâtir un projet, ou toi aujourd'hui tu pars du principe que tu as une mission et que peut-être pas quand même assez, je veux pas non plus être trop modestement, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai envie de montrer aux consommateurs que il y a ça qui existe. Voilà, j'ai envie de leur montrer ce qu'on a, de les éduquer, de leur offrir le choix. Voilà. Après, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais au moins je me dis j'aurais contribué à essayer de démocratiser, comme tu disais tout à l'heure, et d'offrir le choix au consommateur, d'offrir modernité, glamour, green, vegan, et qu'aujourd'hui et demain ce sera possible. Voilà. Du coup, tu les responsabilises aussi. Ouais. Ok. Et tu penses que l'individu est responsable de son bonheur? Ah oui, on est responsable, c'est nous on est responsable de notre vie, c'est nous qui... Il n'y a que nous mettre à bord, hein. Personne d'autre peut le faire, à part nous. C'est difficile, non, des fois, de pas se laisser influencer par l'entourage extérieur, par des avis, par des critiques sur les réseaux sociaux. Mais après, il faut réussir à prendre le bon, prendre ce qu'on a besoin, ne pas tout écouter, parce que si on écoute tout le monde, on n'y arrive pas. Franchement, moi si j'avais écouté... après, c'est bien de prendre des avis, et après il faut se faire son propre avis. Moi je prends toujours tous les avis, toutes les critiques, parce que c'est important, c'est comme ça que ça me fait grandir et que ça me fait évoluer. Et que tu as attention à qui donne ton avis, à qui donne l'avis, pardon. Par exemple, je sais pas moi, si demain le réceptionniste de l'hôtel te dit j'ai vu votre site, voilà mon avis, et si demain un PDG du CAC 40 te donne un avis, est-ce que tu le prendras de la même manière? Je le prendrai de la même façon, parce qu'ils ont tous un avis, ils sont tous potentiellement des clients, donc c'est important de les prendre en compte. Après, je prendrai peut-être pas la même chose chez l'un et la même chose chez l'autre. Okay. Voire même peut-être que je prendrai rien du tout, j'en sais rien. Mais au moins, il me l'a dit. Ouais. Et donc, je l'ai en tête, tu vois. Voilà. Mais il n'y a que toi qui sais où tu veux emmener ta entreprise. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux faire de ta boîte. Il n'y a que le fondateur, en général, qui le sait. Tu vois, c'est comme Apple. Depuis que Steve Jobs est mort, évidemment, il y a des remplaçants. Mais à mon avis... Il y a moins d'incarnation. Steve Jobs, c'était Steve Jobs, quoi. Voilà, il a créé Apple, c'est lui qui a été... Pour moi... Il n'y a que le fondateur qui sait vraiment ce qu'il veut, qui sait là où il veut emmener son entreprise. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui a fixé les objectifs et les lignes de conduite. Donc c'est des gens en général visionnaires et qui savent... Qui ont un talent, qu'on peut-être découvre à la fin. Et voilà, pour moi, c'est tu vois, après, moi, j'ai travaillé dans des groupes, quand tu vois Bernard Arnault, LVMH, Bernard Arnault, c'est lui qui sait où il va emmener le groupe LVMH. Brice Rocher, chez Rocher, c'est pareil, c'est des gens qui ont des visions, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils veulent emmener leur marque ou leur entreprise. Parce que ils ont créé depuis le début, quoi. Et c'est inspirant de côtoyer ce type de personnes. Ah ouais, c'est des gens brillants, c'est des gens qui sont vraiment intelligents, qui ont vraiment un recul et qui ont une capacité à transposer les choses
vraiment facilement, avec cette facilité et avec ce détachement et en même temps ce pragmatisme qui est propre à leur business. À leur business et à leur intelligence. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est enfin, tu vois, je me suis toujours posé la question, c'est quoi quelqu'un d'intelligent? Est-ce qu'on fait référence, est-ce qu'on parle de la matière grise ou non? Est-ce qu'on parle justement du pragmatisme et de la manière dont ces personnes réagissent ou agissent par rapport quelqu'un à un cas de figure donné? d'intelligent, en fait, c'est quelqu'un qui c'est un peu comme en physique, tu vois. Moi, à la base, je voulais faire ingénieur. Et en fait, en physique, t'as les espaces-temps, t'as les espaces, t'as un environnement. Et c'est la capacité, par exemple, quand t'as une molécule ou un atome, à s'auto-gérer dans son environnement. Bah, pour moi, l'intelligence, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, ces personnes-là vont réussir à s'auto-adapter et à réagir et à trouver la solution en fonction de l'élément externe qui va venir perturber l'équilibre ou l'environnement. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est pas forcément appliquer à la lettre un modèle qu'on a appris à l'école, c'est savoir rebondir et savoir se gérer quand il y a un échec, quelque chose qui vient perturber l'équation, perturber l'équilibre. Pour moi, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es heureuse et que tu es épanouie? Bah écoute, ouais, moi je suis super contente de faire cette aventure-là. Honnêtement, tu vois, encore une fois, j'ai un business plan, j'ai une ligne rouge, mais je sais qu'il peut y avoir des changements, des modifications, mais ça me fait pas peur parce que, encore une fois, je m'y suis préparée, je l'ai anticipé, Ouais. Je sais qu'il y aura des changements, je sais qu'il y aura peut-être des points d'échec sur certaines choses, mais c'est pas grave parce que j'ai fait ça, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente que ça se développe comme ça, je suis contente d'apporter un peu de nouvelles façons de consommer à des consommateurs qui attendaient peut-être ça, et donc j'espère que ça va continuer encore longtemps et que je réussirai à développer Détox et moi comme j'ai envie de le développer. Ouais. Au début de l'interview, tu parlais de cette notion, de cette phase d'alignement. Tu t'es dit, ouais, j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai eu ce déclic pour lancer mon projet. Ouais. Mais avec le recul, est-ce que tu te dis pas que tu aurais peut-être pu ou dû le lancer plus tôt? Ah on peut... Moi, plutôt, ouais, tu peux toujours lancer plus tôt. Après, il y a une notion de maturité de marché. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas lancer non plus trop tôt les choses parce que si ta population ou ton marché n'est pas prêt, ça peut faire flop. Moi, je l'ai déjà vu. Parce que c'est arrivé trop tôt et les gens n'ont pas compris. Et donc, c'est difficile de jauger le bon moment. Et je pense qu'avant, ça aurait été un peu trop tôt. Ça se joue à 1 ou 2 ans près, des fois. D'accord. Mais c'est le temps qu'il faut à des consommateurs pour prendre conscience du truc. Donc, non, je pense pas. Je pense que l'année dernière, c'était pas mal. Oui, ça aurait pu être début d'année dernière ou fin de 2016. Mais globalement, j'étais pas trop mal dans les clous, je pense. Parce que vu ce qui se développe là maintenant, je me dis que c'est, tu vois, quand je vois des sites vegan couvrent, des trucs et tout, je me dis c'est bon, j'ai bien fait de le lancer il y a 1 an, là ça commence à se développer, donc c'est bien. En fait, tu sais que c'est le bon moment quand t'es un des premiers à le faire et qu'après t'as toute une masse qui commence à le faire. Donc ça veut dire que t'es arrivé juste avant la masse. Tu seras pas qu'une suiveuse, t'as fait partie des pionnières dans et là, l'industrie. c'est là où tu te dis, c'est le bon moment. Ouais, j'ai bien senti le truc, j'ai eu raison de me faire confiance. Parce que quand tu sens qu'après ça se développe ailleurs et que t'en as d'autres qui commencent à sortir ça, tu te dis ok, c'est que c'était bien de le lancer 1 an ou 6 mois avant. Mais est-ce que le fait que des médias type Biba, Gradia, Elle ou autres parlent et mettent de plus en plus ce type d'éléments, d'informations en couve, ou même dans leurs articles, est-ce que ça, c'est pas aussi un indicateur? Si, bien sûr, ça aide, bien sûr, ouais. Après, il y a aussi attention aux effets de mode et aux effets de ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tout n'est pas green et tout n'est pas détox et tout n'est pas vegan. En fait, il faut bien, encore une fois, lire les trucs, lire les ingrédients, lire les informations. Faut pas se leurrer sur des choses parce qu'il y en a qui peuvent surfer comme toute tendance sur ce genre de choses, alors qu'il n'y a rien alors que tout est fake. Donc il faut quand même garder son œil critique. Mais aujourd'hui, le consommateur, c'est ce que je dis toujours, il consomme acteur. Parce qu'il est informé, parce que les réseaux, il est de plus en plus éduqué. Donc maintenant, justement, les marques ne peuvent plus faire ce qu'elles auraient pu faire il y a quelques dizaines d'années. Donc c'est bien. Comme ça, au moins, on est un peu plus sur des choses un peu plus honnêtes, un peu plus intègres. Enfin, en tout cas, on essaye. C'est bien. Okay. C'est bien pour le consommateur, il y gagne, c'est bien.
Dernière question, Sanasté, ça vient du latin sana, qui veut dire saint. Ouais. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi être saint? Être saint, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire, pour moi, c'est un esprit saint. Tu dois connaître un esprit saint dans un corps saint. Ça va très bien avec ce que tu viens de dire en latin. Et voilà, c'est un mode de vie, c'est être clean avec soi-même, pouvoir se regarder dans la glace, avoir des rapports sains et honnêtes avec les gens, ne pas avoir peur de dire les choses. C'est toujours ce que je dis. C'est difficile des fois. Ouais, mais en fait, moi, ça a toujours été ma conduite, même si parfois c'est dur. Il faut toujours dire les choses aux gens parce que ça sert à rien de leur faire croire ou de leur faire espérer des choses parce qu'après les gens sont malheureux, les gens sont déçus et moi ça a toujours été, même avant quand j'étais salariée, j'ai toujours dit les choses alors évidemment pas avec mes gros sabots en les disant de façon tournée et de façon clean mais c'est important d'être honnête avec les gens parce que si vous dites jamais la vérité aux gens, les gens ils peuvent pas se remettre en question, les gens ils peuvent pas avancer et du coup ils peuvent pas grandir. Donc globalement, que ce soit quand vous travaillez en équipe, avec vos collaborateurs, que ce soit avec vos amis, votre famille, que ce soit avec vous. Moi, je travaille avec des marques, avec des fournisseurs. Si vous leur dites toujours « Ah ouais, non mais tout est génial » et tout, puis à un moment donné, ça s'arrête, ils disent « Bon, je comprends pas, Aurélie, tu m'avais dit que c'était super. » Et puis là, ils comprennent pas, ils tombent de leur chaise. Donc c'est pas bien de leur dire ça. Donc il faut dire les choses, dire pourquoi ça va pas, parce que sinon, si vous leur annoncez les choses comme ça de but en blanc, c'est pas bien, c'est pas honnête quoi. Donc même si c'est dur, moi voilà, par exemple tu vois quand je te disais tout à l'heure il y a des marques qui m'ont contacté, je leur ai dit non, je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai dit oui mais je peux pas, et ils ont compris, ils m'ont dit oui on comprend, t'as raison, d'accord, bon tant pis, peut-être une prochaine fois, etc. C'est pas grave, mais les gens comprennent en fait. Ouais. Est-ce que tu sens mieux quand tu dis la vérité évidemment, tu te sens mieux dans ta tête, tu te sens plus clean, tu te sens plus sain, comme tu disais, tu te sens plus clair. Et du coup, les gens apprécient parce qu'ils se disent, au moins cette j'ai quelqu'un d'honnête face à moi. Voilà, exactement. Même si c'est dur à dire, il faut dire les choses. Parce que sinon, les gens, ils peuvent pas se remettre en question, ils peuvent pas grandir, ils peuvent pas travailler sur eux-mêmes. C'est dommage, je trouve. Ouais. Sinon, on n'évolue jamais, on grandit jamais, on s'améliore jamais. Mais on nous apprend pas forcément à savoir dire non. On nous apprend pas forcément à. C'est dur de dire non. Moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal. C'était pas facile. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup appris en voyageant et en travaillant, encore une fois, avec des populations internationales. Ouais. Parce que, encore une fois, je suis pas pro États-Unis, mais c'est vrai que d'un point de vue anglo-saxon, il y a moins ce frein à dire les choses et à justement parler d'échecs ou d'amélioration et tout. En France, on a un peu de mal des fois, alors que dans les milieux, même dans d'autres pays d'Europe ou anglo-saxons, il n'y a pas de mal en fait. Il faut dire les choses, sinon comment vous voulez vous améliorer? C'est pas possible en fait. Et il n'y a pas de souci, ça passe très bien, voilà. Donc je pense que j'ai tiré ça de mes expériences internationales, je pense. Ok. Moi, je suis très décontractée par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'accepte tout à fait. Tu disais ça, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise aussi les choses. Je les accepte, je les intègre. Et du coup, je vais me dire, j'ai essayé de changer un peu, ou de faire mieux, ou de m'améliorer, ou de changer ça et ça. Parce que moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs, parce qu'on est des humains et qu'on fait pas tout bien. Et moi, j'ai pas de problème. Souvent, je dis, dites-le moi. Parce que si vous me le dites pas, je dis toujours, je suis pas dans la tête des gens. Et c'est vrai, parce que toi, tu as une façon de fonctionner, moi, j'ai une façon de fonctionner. Et si on se le dit pas, toi, tu vas imaginer un truc, moi, je vais imaginer des trucs. Oui, mais du coup, on s'est mal compris parce que je pensais que, parce que je m'étais dit que. Non, il faut mieux dire les choses tout de suite. Il y a une incompréhension, alors qu'en fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de malaise, on dit les choses, on est sain dès le début, comme tu disais. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quelque chose que tu essaies d'inculquer à tes enfants? Ouais. Et je leur dis à chaque fois, mais c'est pas grave, il faut dire les choses, il faut nous le dire, parce que je dis, même papa et maman, ils ont pas toujours tout bon, ils savent pas toujours tout, donc je leur dis, si vous nous le dites pas, on peut pas le deviner en fait. Moi je les détends par rapport à ça, je leur dis, mais dites à papa et maman, etc. Ce qui ne va pas, voilà, bien sûr. Évidemment, parce que sinon c'est trop dur pour un enfant de garder des choses et de se dire ah là si je le dis à papa, non, il n'y a pas de souci, il faut dire les choses, sinon on peut pas vous aider. Donc Ok, top.
Où est-ce qu'on voit les gens qui ont envie de te rencontrer, qui ont envie de voir tes produits Et ben déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Détox et moi et sur Lily from Paris. Lily from Paris, c'est mon Instagram personnel. Bien sûr, il y a le site Détox et moi. Et puis après, je fais des événements, je fais pas mal de conférences. Comme je fais partie du CEW, vu que j'ai eu un prix... En 2017, c'est ça? Ouais, j'ai eu un prix de Grain d'Achiever pour Détox et moi. Donc je fais souvent des événements avec eux. Et puis après, sur les réseaux sociaux, de toute façon, vous voyez, souvent je publie ce que je fais, les événements que je fais. Donc vous pouvez me suivre là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous les gens qui ont envie peuvent me suivre là-dessus, peuvent me contacter, il n'y a aucun problème. Ok, merci beaucoup. Et sur détoxetmoi.com, bien sûr. Ça marche. Je mettrai les liens en bas de la vidéo et sur les posts pour les réseaux sociaux. Eh bien écoute, merci à toi, super sympa de partager et puis surtout, comme je dis toujours, un petit mantra que je me dis, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.